présentation de Valérie Buzy et Sylvie Aubrin, qui vont vous faire une présentation sur l'hypnose, et vous rappeler aussi qu'elles font un atelier qui s'appelle Oser l'hypnose, de 14h15 à 15h30 cet après-midi, donc vous pouvez aller les voir après pour s'inscrire, c'est ça? Voilà, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Donc nous sommes toutes les deux IAD et nous sommes toutes les deux formées à l'hypnose et Valérie à la simulation. Nous allons vous présenter, nous remercions la FISAR de nous permettre de présenter ce topo qui s'appelle la Soft Talk au service des soft skills en santé. Voilà. Parce que nous avons observé au cours des séances de simulation que les compétences non techniques, encore appelées donc les soft skills, déterminent donc l'efficacité de nos prises en soins de façon indéniable, et qui plus est lors de situations critiques. La communication est au cœur des compétences non techniques, comme elle est au cœur de l'hypnose. Donc, dans ce topo, nous recherchons le lien entre ces deux compétences au regard des recommandations des pratiques professionnelles de la SFAR 2022 qui portaient, entre autres, sur la communication. Nous avons découvert avec beaucoup d'intérêt le sujet de mémoire de deux collègues IAD diplômés de cette année, Amandine, qui est par là-bas, qui vous... Merci. Attendez, il faut quand même que je vous dise le sujet du mémoire, qui s'intitule « L'hypnose et facteurs humains au bloc opératoire », donc qui rejoint de près notre sujet. Vous pouvez aussi retrouver Amandine aux ateliers « Hypnose, gestion du stress et performance » également. Donc, notre priorité à tous, c'est la qualité des soins. Les hard skills que vous connaissez tous sont les compétences techniques qui font référence au savoir et au savoir-faire. Seulement, on se rend compte que 82% des effets indésirables graves, des événements indésirables graves, en anesthésie, ont une origine humaine. Et 60% sont liés à un défaut de communication. Donc, ces chiffres permettent de mettre en lumière l'implication des facteurs humains et organisationnels dans le domaine de la santé. Donc, pour limiter l'impact des facteurs humains, les compétences non techniques ont été étudiées, tout d'abord dans le cadre de l'aviation civile, puis définies comme étant l'ensemble des ressources cognitives, sociales, personnelles, qui viennent compléter nos compétences techniques et permettent d'améliorer la sécurité de nos prises en charge et d'améliorer nos performances. Donc, au final, les soft skills, comme on les a appelés, sont des compétences comportementales, transversales, qui s'acquièrent et qui complètent et renforcent les hard skills. On vous a mis le schéma de Flynn et Maran qui concerne les soft skills, qui sont déclinés en 6 points. Donc on a la conscience de la situation, qui est comment est-ce que je me prends plusieurs éléments dans l'environnement pour pouvoir me faire une représentation d'une situation qui est dynamique, qui est toujours en évolution, comme en anesthésie. On a en deuxième point la gestion des tâches, c'est-à-dire comment je prends le leadership et en même temps comment je prends ma position de followership. On a en troisième point la prise de décision, c'est-à-dire quelles sont les options que j'envisage et comment est-ce que je prends les bons choix au bon moment. On a le travail d'équipe en quatrième point, qui est de savoir comment est ma communication, est-ce qu'elle est de bonne qualité, est-ce que je résous les conflits dans le calme. Et le cinquième et sixième point inclut également la connaissance de soi, qui permet par exemple de gérer ses niveaux de stress, d'attention et de fatigue. Donc les compétences non techniques maximisent les compétences métiers en donnant l'agilité nécessaire, surtout pour s'adapter et rester performant dans un environnement changeant comme au bloc opératoire. Donc je laisse la parole à Sylvie. Je ne sais pas, je vais pas y arriver, je crois. Il y a trop de monde. Non, ça va. Ils sont trop nombreux. Allez, vas-y. Hein? Vas-y, c'est bon, on a bientôt fini. Ça va pas? Bah non, ils sont trop nombreux là. Mais j'arrive pas à respirer là. Il est où, Laurent? Ah, il est là. Je t'avais dit de faire l'exercice de respiration tout à l'heure. Comme les pilotes, là? Oui, comme les pilotes, là.
Bah oui, mais il faudrait, je le ferai avec moi, tu crois, tout le monde là. Vous Bah, ferez avec moi là pour m'aider un peu là. Ah merci. C'est 2 minutes, hein, parce qu'on a autre chose à vous dire. Ouais, mais- ça va m'aider beaucoup. Bon, alors lève-toi. Vous pouvez vous lever avec Sylvie, parce qu'autrement, ça va être un petit peu malaisant. Ah, merci les modérateurs, super. Alors, ce que je peux te proposer, Sylvie, c'est un exercice qu'on appelle le pompage des épaules. Ouais, Comme ça. c'est ça, exactement. Ça va te permettre de libérer tes tensions, ton stress. Ouais. Tu vois, c'est ça va qui du te bien. gêne. Ouais. Donc, on va imaginer, vous aussi, que vous avez un sac dans chaque main. Et puis, vous allez mettre tout ce qui vous encombre, toutes les tensions, toutes les gênes, tout le stress j'ai que vous des pouvez idées, avoir. ouais. Tu as des idées? Ouais. Bon, tu peux mettre lourd, hein? Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Alors, je vous invite à prendre une position confortable, les pieds bien ancrés au sol, les genoux un peu fléchis, écarter un petit peu les pieds à la largeur du bassin. Voilà. Le dos bien droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, et puis les épaules bien relâchées, bien détendues. Voilà, très bien. Et puis je t'invite à fermer les yeux et on va dire la même chose aux collègues, comme ça on va être ensemble, tous ensemble. Voilà, très très bien. Et puis je t'invite tout simplement, je vous invite à imaginer ce que vous pouvez mettre dans ce sac. Peut-être les problèmes personnels, peut-être les problèmes professionnels, peut-être les gênes, les tensions, les inconforts. Tout ce qui peut être la cause d'un certain stress. Vous prenez le temps de mettre tout ça dans un sac, puis dans l'autre. Vous pouvez imaginer un sac plus ou moins grand, avec une couleur X ou Y. Un sac plus ou moins lourd, avec une texture comme il vous convient. Prenez juste le temps qu'il faut pour mettre tout ce dont vous n'avez plus besoin dans ces sacs. Et maintenant que vous l'avez fait, je vous invite à fermer les poings le plus fort possible. Je vous explique. L'exercice consistera à faire des petits mouvements d'épaule et de rester la respiration bloquée pendant un petit temps, le temps que vous fassiez ces mouvements-là. Et quand vous ne pourrez plus tenir la respiration, vous lâchez les poings et vous pouvez souffler également. Donc on y va. D'abord, vous soufflez. Vous prenez une grande respiration abdominale. En même temps, vous bloquez les poings, vous serrez fort, fort, fort les poings, vous bloquez la respiration et on fait le petit exercice de pompage des épaules et on y va et on pompe avec le maximum d'énergie que vous avez aujourd'hui, plus rapide ou plus lent en fonction de ce que vous avez besoin. Et quand vous n'arrivez plus à retenir l'air, vous lâchez fort, fort, fort. Voilà, très très bien. Ça va Sylvie? Ouais, ça va mieux là déjà. On refait? Ouais, Maintenant que tout le monde est OK? Alors, d'abord on souffle. On reprend une grande inspiration, on serre fort les poings, on monte les épaules, on bloque la respiration et on y va. Allez-y. Les petits mouvements d'épaule de haut en bas, plutôt vite, plutôt lent, selon ce que vous pouvez faire, ce que vous avez besoin de faire. Et comme vous avez besoin de vous lâcher de tout ce qui vous encombre, quand vous ne pouvez plus... Ok, super. Ça va? C'est parti. Allez, Eh ben, vas-y, on y va. Comme dans mon salon là. Merci, merci infiniment. Alors, on vous propose de reprendre, maintenant que le binôme est reparti, l'art d'optimiser les soft skills en santé grâce au soft talk. Donc, l'hypnose, que l'on a rebaptisé ici le soft talk, désigne un état de conscience modifié et une forme de relation à l'autre, qui débute par un travail d'observation, tu sais. Ouais. Et c'est Milton Erickson, un psychiatre qui est considéré comme l'initiateur des thérapies brèves, qui a proposé d'abord la règle des 3 O, à savoir, j'observe mon patient physiquement, psychologiquement, et puis sur le plan comportemental. Et puis, je fais comme une checklist de toutes les formes de communication non verbale, paraverbale et verbale qu'il me renvoie. Donc l'objectif, c'est de conduire un accompagnement cohérent et adapté,
en hypnose? Ah oui, alors en soft skills, ça fait écho à la conscience de la situation. La première étape vers l'action est bien la perception d'une situation. C'est donc observer la situation clinique, bien sûr, hein, mais aussi observer l'environnement et aussi observer les autres acteurs, leurs actions et leur état émotionnel. Comme par exemple, savoir reconnaître un effet tunnel. Vous savez comme moi que l'effet tunnel, c'est dû à un stress. Non pas un stress qui mobilise les facultés, mais celui qui paralyse avec un recours altéré aux compétences. C'est ça un collègue que vous retrouvez figé, le regard fixe, les gestes lents ou inefficaces. C'est important aussi, quand tu me parles d'observer, observer, ça me fait penser que dans les schémas qu'on a vus tout à l'heure, il y a l'item prise de décision. Et le leader, dans ce cas-là, il est sans arrêt en train de refaire cette boucle-là, de parcourir, percevoir, comprendre, anticiper, décider, agir. Et sans arrêt, il faut qu'il recommence à tourner sur ce schéma-là. Ok, Donc c'est un peu pareil en fait. d'accord. Ça tombe bien. Alors, c'est vrai qu'on utilise en hypnose beaucoup d'outils de communication non verbale. Déjà, il faut savoir évidemment que le stress opératoire perturbe les capacités de raisonnement et laisse aux commandes le cerveau émotionnel. Donc, le patient se retrouve dans un état de transe négative. Et on utilise en hypnose la technique de l'ascenseur émotionnel qui désigne le fait de ratifier le ressenti du patient pour qu'il se sente entendu et reconnu. Donc, ça va lui permettre de récupérer des facultés de compréhension et d'analyse et de passer d'une transe négative à un état de conscience plus confortable. Moi, ça me rappelle que montrer de l'intérêt pour l'état émotionnel des uns et des autres dans une équipe permet aussi d'améliorer la coopération entre nous. Les autres se sentent reconnus dans leurs besoins. Alors, en hypnose, l'important, c'est de se synchroniser. Et pour ça, on a une boîte à outils. Et on utilise facilement ce que vous connaissez tous, le toucher relationnel, le sourire, les gestes, la position basse. Et tout ça permet de construire et de renforcer l'alliance thérapeutique. Donc la gestuelle renforce notre message de sécurité, notre façon de rassurer le patient et lui rapporte un petit peu de confort. Oui, ça va. Et on a aussi un autre outil qu'on appelle le VACOG. Le VACOG, c'est un acronyme qui signifie visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc ça fait relation à la sensorialité. Donc à l'arrivée du patient, notre objectif est de capter son attention en le familiarisant avec l'environnement sensoriel du bloc opératoire pour le rassurer et le sécuriser. Donc on prend des repères visuels dans l'environnement, par exemple les appareils tout autour de lui, la luminosité de la pièce, la décoration, si on peut dire comme ça. On prend des repères auditifs, est-ce que c'est silencieux, est-ce que c'est bruyant, est-ce qu'on a mis de la musique. Des repères kinesthésiques, peut-être la chaleur du berrugueur, peut-être la fraîcheur du matelas. Donc tout ça pour lui permettre de s'installer avec plus de confort, autant que possible du moins. Ah mais moi aussi je peux faire ça avec les collègues par exemple. En cours de phase aiguë ou après un gros stress post-événement indésirable grave, il est possible d'aider le collègue à se réinstaller dans l'ici et le maintenant. Par un contact, en cherchant son regard par exemple, ou en lui proposant une respiration abdominale, un petit peu comme on a fait tout à l'heure, et puis, ou alors en lui confiant en phase aiguë nominativement une mission précise, comme par exemple de lire l'aide cognitive, en lui proposant de pointer du doigt comme ça les éléments à prendre en compte, ça aide. Et puis, on a encore comme outil de communication non verbale la proxémie. La proxémie, c'est savoir évaluer la bonne distance relationnelle de sécurité ou de confort entre deux personnes, selon leur degré d'intimité, leur personnalité, leur vécu, le contexte. Oui, ces techniques de communication non verbale peuvent aussi servir en interpro. La proxémie, c'est peut-être vu comme une juste évaluation de la distance professionnelle ou le respect de la vie privée. Avec qui et quand avoir une conversation personnelle et très personnelle.
C'est OK, ça va? Donc on passe à une autre technique. Le mirroring. C'est une technique de synchronisation qui propose de se calibrer sur son interlocuteur, qui consiste à reproduire, à imiter, évidemment au niveau inconscient, le langage non verbal, par les gestes, le comportement, le langage verbal, c'est-à-dire le type de vocabulaire, le langage paraverbal, c'est-à-dire être sur le rythme de la personne, par la respiration, en parlant sur le souffle du patient et en respectant des pauses. C'est la technique du pacing. Et en fin de compte, ça c'est une technique très rapide et aussi très puissante dont le but est de créer de la connexion et d'amplifier le sentiment de confiance avec le patient. Le mirroring, par le geste, c'est aussi fait partie du processus d'apprentissage. Hein. On m'explique. J'oublie. Oui. Je recommence. On me montre. Je me souviens. Et je fais. J'apprends. Et voilà. OK. Et enfin, on a la technique du leading. Le leading, c'est la dernière étape de la synchronisation en hypnose, qui implique une diminution des résistances inconscientes du patient. Donc le praticien guide le patient vers plus de confort. Mais oui, en compétence technique aussi, hein, le mirroring peut être utilisé pour ses vertus de contagiosité. Par exemple, la politesse est très contagieuse. Un leader particulièrement poli, à la voix calme et assurée, pourra plus facilement guider l'équipe sereinement. Alors attention, parce que la contagion, ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Alors maintenant, on va vous donner quelques techniques, cette fois-ci, qui concernent plus la communication verbale. Évidemment, on a tous été sensibilisés à ça, le choix des mots. Le choix des mots utilisés et l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'autre sont prépondérants. Ça peut être un effet à la fois placebo ou nocebo. Donc il faut utiliser des concepts d'image positive et des formules affirmatives qui évoquent le confort, la protection, la guérison, la sécurité. Donc utiliser des mots positifs en hypnose dans nos accompagnements, des mots mobilisateurs, des mots qui expliquent, qui rassurent et qui félicitent. Alors, on connaît très bien en situation d'urgence l'importance du message clair, le vocabulaire simplifié et détaillé, la répartition nominative des tâches à accomplir et attention aux informations non pertinentes et inutiles. Il faut aller à l'essentiel. Hein. Et on connaît tout ça, par exemple, imaginez en salle de surveillance post-interventionnelle. Tiens Valérie, je te ramène Monsieur M, il a été opéré de la vésicule biliaire. Alors, il a reçu du paracétamol, de l'Acupan. Oh, d'ailleurs, j'ai eu du mal à le piquer tout à l'heure, c'était incroyable. Et puis après, il a eu des kétoprophènes aussi, hein, d'accord. Il n'a pas saigné, mais au début, on a craint un petit peu à une hyperkaliémie, puis en fin de compte, c'était bokeh après un contrôle. Hein. Il y a juste Rodon qui saigne un petit peu. Ok. Je vais revoir le dossier. Ça marche. Voilà, et donc on a encore une technique qui est très intéressante en communication verbale, qui est la technique du saupoudrage. C'est une technique de communication subliminale qui consiste à appuyer, à répéter certains mots à connotation positive de façon régulière. Donc des mots comme détente, tranquillité, calme, confort. Et on peut les répéter, les patients n'attendent que ça. Et ça marche très très bien et très facilement avec les collègues aussi. Valérie, après la présentation, là, on va prendre un petit moment là pour aller se relaxer tranquillement et boire un bon chocolat chaud pour se réchauffer et puis ça va aller bien. Tu me donnes envie. Ouais. Alors, comme dernier outil de communication verbale, ce qu'on peut vous proposer en hypnose, c'est les suggestions. C'est le cœur de l'hypnose. Donc on en propose au cours de nos accompagnements. On fait des évocations positives et réconfortantes. Pour faire simple, on peut prendre l'exemple de suggestions directes que l'on fait régulièrement au bloc, comme prenez une grande respiration, ou des suggestions indirectes, observez le balancement de la respiration, un peu comme des vagues, et on continue sur ce mode-là. Mais alors, il faut faire très attention à l'implicite. L'implicite, c'est ce qu'on croit dire sans le dire vraiment. Par exemple, j'ai un stagiaire et je lui dis tiens, ils sont à la peau. Pour moi, ça veut dire il est temps de baisser les halogénés.
Ah super, on va bientôt manger. Non, c'est pas ça, on baisse les halogénés. Ah non, d'accord. Je n'avais pas compris, je croyais qu'on pouvait... Ah oui, mais faut comprendre entre les... D'accord. Alors, la communication paraverbale, c'est-à-dire au-delà des mots, vous transmettez aussi une intention, une émotion aussi, à la manière dont vous parlez. Donc l'intérêt, c'est de poser ces mots et puis de garder au maximum en hypnose une voix calme, douce, posée, rassurante, plutôt dans le grave, qui vient du corps. Et surtout, surtout, de respecter les pauses et les silences pour déconnecter le sens critique du patient et l'attirer un petit peu son attention plutôt vers ce qu'il ressent de l'intérieur. Ah oui, de la même façon, en situation critique, il faut savoir demander le silence, faire des pauses pour récapituler ce qui se passe. Il faut aussi réguler le débit. Si je parle vite et un petit peu trop aigu comme ça va faire un effet de contagion sur le stress, comme on a vu tout à l'heure. Et puis l'importance d'articuler. Si le chirurgien vous dit bon, je déclampe l'aorte. J'ai pas compris là, c'est quoi ce problème de pression là? Je déclampe l'aorte. Ah bah merci de le dire. Ah. Vas-y, exprime-toi. Tu devrais le savoir. Bah oui, mais je vois rien, j'entends rien. Donc, d'où l'intérêt aussi de cet outil que l'on appelle la boucle de la communication, que vous connaissez tous, un émetteur, un récepteur et au mieux un feedback. C'est ce qu'on appelle la communication à boucle fermée. Elle permet de lutter contre les transmissions inadaptées et les réceptions défaillantes. Il y a beaucoup de biais dans la communication, on le sait tous. Il y a des interférences aussi qu'on connaît parfaitement ici. Les interférences extérieures comme les interruptions de tâches, le bruit, les alarmes, les paroles inaudibles même. Et puis les interférences internes comme la fatigue, les soucis personnels et puis les émotions. Alors pour remédier à ça, il y a l'outil de la reformulation. C'est-à-dire que la communication avec le patient doit être encouragée, ainsi que l'expression de questions ou de doutes, surtout si le patient est stressé ou bien s'il a peur. Donc en hypnose, c'est au praticien de faire preuve d'une écoute active par le biais de cette reformulation pour lever les doutes et clarifier les ambiguïtés. En compétences non techniques, on parle de rétrocontrôle. Tiens Valérie, tu me fais 3 d'éphédrine, s'il te plaît? Je fais 3 mg d'éphédrine? Non, 3 millilitres, donc 9 mg d'éphédrine. Ah ok, 9 mg fait. Ok. Et puis la reformulation aussi en interpro, ça peut être... Et dis donc Valérie, j'ai vu sur le planning, là, tu n'avais pas eu ton RR supplémentaire lundi prochain? Oui, c'est pas juste d'ailleurs. J'ai pourtant plein d'heures sur mon compte. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Tu sais, c'est juste Chloé qui a commencé son arrêt mater un peu plus tôt. Ah bon, alors dans ce cas-là. Ok. Alors, la dernière technique, c'est le signaling. Alors, j'établis avec le patient au début de l'accompagnement un signe. Ça peut être un hochement de tête, ça peut être de lever le pouce, peu importe, pour savoir s'il suit mes suggestions et les métaphores que je lui propose. Donc c'est une technique, le signaling en hypnose, qui permet de maintenir une forme de communication avec le patient. Ben oui, signaler, appeler à l'aide, on sait qu'il faut le faire, hein, c'est à travers le fameux ça aide, et puis les aides cognitives. Ok, donc voilà, en quelques mots, ce que l'hypnose pourrait apporter aux soft skills. Les points forts que l'on retient, c'est peut-être que ça pourrait engager une ambiance meilleure, bienveillante, des échanges plus sereins, plus d'écoute les uns envers les autres, et au final faciliter les compétences techniques et donc les prises en soin. En développant notre souplesse, notre créativité ainsi que notre réactivité pour nous adapter au mieux à chaque patient. Et surtout, je pense que c'est aussi ça qui est important, ça redonne aussi un peu du sens à notre métier en reconsidérant le soin de façon holistique. Ce d'autant que le bloc opératoire est un univers hostile. Donc en conclusion, en mettant l'écoute active et la communication bienveillante au centre de la relation, le soft talk ou l'hypnose pourrait devenir un élément moteur pour améliorer la collaboration interprofessionnelle, la gestion des risques, le mieux-être des soignants,
au bénéfice d'une médecine intégrative et surtout aussi de la qualité de vie au travail de tout le personnel. La médecine, avant tout, c'est un métier d'humain à humain. Donc, à cet égard-là, nous avons une spécificité et les soft skills en font partie. Merci à tous pour votre attention.